Bonjour à tous, mon nom est Pierre-Olivier Pinault, je suis le titulaire de la chaire de gestion du secteur de l'énergie. Bienvenue à ce webinaire sur les défis de l'électrification des transports, le coût de possession des véhicules électriques et sur le déploiement des bornes de recharge rapide. Donc, c'est un programme double qu'on vous propose ce matin. En première partie, nous allons avoir Charlotte Douillard qui va nous parler de son étude sur le coût total de possession des véhicules électriques. Et par la suite, vers 11h15, je vais prendre la parole pour parler de l'étude que j'ai réalisée conjointement avec un étudiant sur les défis du déploiement des bornes rapides. Charlotte Douillard est une récente diplômée de la maîtrise en management et en gestion du développement durable. Elle a travaillé sur ce projet depuis plusieurs mois, donc on est très heureux d'avoir sa présentation. Et le rapport est disponible. Il n'est pas aujourd'hui disponible en ligne, mais il le sera dès lundi prochain. Alors Charlotte, je t'invite à partager ton écran et il y aura une période de questions vers 11h. On va passer à une période de questions. Charlotte, la parole est à toi. Merci beaucoup. Est-ce que vous voyez bien mon écran? Tout doit bien aller, oui. Oui. Parfait. Alors, bonjour à tous. Comme Pierre-Olivier l'a dit, je m'appelle Charlotte Douillard. Je suis récemment graduée de la maîtrise en développement durable à HEC Montréal. Puis, je suis très heureuse d'être ici aujourd'hui pour vous présenter le rapport d'étude intitulé « Comparaison des coûts totaux de possession des véhicules électriques et conventionnels au Québec ». Un rapport que j'ai co-rédigé sous la supervision de Sylvain Audette, professeur invité au département de marketing et associé à la chaire, et Francis Gosselin, consultant en management et associé chez Acronym. Donc, ce rapport présente les résultats du modèle d'analyse financière qu'on a utilisé pour comparer 11 modèles de véhicules électriques, soit ceux les plus en circulation au Québec aujourd'hui, avec leur équivalent à essence, et 2 marques de camions légers qui sont actuellement éligibles aux subventions provinciales. Aujourd'hui, je ne vous parlerai pas des camions, je vais vraiment vous parler uniquement des véhicules électriques pour les particuliers, mais si vous avez des questions à la fin, n'hésitez pas, je pourrais répondre. Puis comme Pierre-Olivier l'a mentionné, le rapport va être mis en ligne la semaine prochaine, donc si vous voulez aller le consulter, il va être disponible sur le site de la chaire. Puis finalement, avant de commencer, comme j'utiliserai souvent les mots véhicules électriques et véhicules conventionnels, j'ai préféré utiliser leur acronyme, ça va être plus simple, ça va faciliter la communication. Donc, pour véhicules électriques, je dirais VE et pour véhicules conventionnels, je vais dire VCI. Alors, le plan de la séance aujourd'hui, tout d'abord, je vais faire une mise en contexte pour vous expliquer pourquoi on a choisi de s'intéresser à ce sujet-là. Je vais faire une description brève du modèle d'analyse. Je vous présenterai différents scénarios qu'on a élaborés, des scénarios qui soient plus ou moins favorables à l'acquisition d'un véhicule électrique pour être sûr d'avoir des hypothèses diversifiées et réalistes. Ensuite, je vous présenterai mes résultats. Je présenterai brièvement l'analyse de sensibilité. Puis finalement, je terminerai avec la conclusion. Alors, pourquoi on a choisi de s'intéresser à ce sujet-là? Vous n'êtes sûrement pas sans savoir qu'il y a une augmentation des ventes de véhicules électriques au Québec. C'est un sujet chaud. Le nombre de participants aujourd'hui en témoigne. Comme vous pouvez le voir sur le graphique ici, au 30 septembre 2020, on avait un total de environ 85 000 véhicules électriques qui circulaient sur les routes du Québec. C'est un chiffre qui est en constante augmentation. Mais au-delà des considérations environnementales qui motivent aujourd'hui les automobilistes à se tourner vers l'électrique, les considérations financières entrent inévitablement en ligne de compte quand on se met à s'intéresser au sujet des véhicules électriques. Parce que certains considèrent le prix d'achat souvent plus élevé des véhicules électriques comme un obstacle. Donc, la question qu'on s'est posée, c'est est-ce que le coût additionnel requis pour l'achat d'un VE est partiellement ou totalement compensé, notamment grâce aux économies d'énergie et d'entretien qui sont réalisées au cours de la durée de possession du véhicule? Évidemment, on n'est pas les premiers à s'être penchés sur la question. Parmi les autres études qui existent actuellement sur le sujet, on peut remarquer l'outil développé par le CAA qui permet de faire ce genre de comparatif. On a un outil qui a été développé par l'organisme Atlas Policy et finalement, on a une étude qui a été réalisée par l'IREC en 2019 portant sur le même sujet. Mais notre étude se démarque, est distinctive sur 3 points en particulier, notamment le fait qu'on se base vraiment sur le contexte québécois. Donc, on a vraiment intégré des spécificités liées au climat dans notre modèle. On se base, comme je l'ai dit au début, sur 3 scénarios pour proposer des hypothèses qui sont diversifiées et réalistes, puis qui sont pas nécessairement favorables aux véhicules électriques uniquement. Puis finalement, au niveau de la perte de valeur annuelle des véhicules, on a bâti des courbes de dépréciation à partir d'un ensemble de points de données provenant de diverses sources, dont je vous parlerai un peu plus tard.
Ça nous a permis de comparer la perte de valeur des véhicules électriques et celle des VCI et d'en évaluer la tendance. Ça, c'est un point particulièrement intéressant parce que la dépréciation est difficile à calculer. Souvent, dans les autres études qui existent sur le sujet, on a un taux de dépréciation qui est fixe ou bien qui diminue dans le temps, par exemple de 30 à la première année, de 15 la deuxième année, et ainsi de suite. Nous, on a vraiment choisi de faire des courbes de dépréciation pour avoir une estimation qui soit un peu plus juste. Alors, je vais plonger dans le vif du sujet puis vous décrire notre modèle d'analyse parce que c'est vraiment important de bien comprendre la façon dont on a construit le modèle avant de se pencher sur les résultats. Alors, pour répondre à la question de base, on s'est mis à la place d'un automobiliste qui souhaitait acheter un nouveau véhicule puis qui avait le choix entre un VCI ou un VE. Donc, on s'est posé la question, parmi ces deux choix-là, lequel est le plus avantageux financièrement? Ensuite, on a regardé parmi les 11 véhicules qu'on a choisis, quel VE permet de plus grandes économies parmi tous les véhicules électriques actuellement sur le marché, en tout cas ceux qu'on a ciblés. Donc, la posture qu'on a prise, c'est de se demander dans quelle mesure les coûts des véhicules électriques sont inférieurs ou supérieurs au coût du véhicule conventionnel. Autrement dit, on est parti du point de vue du véhicule électrique en postulant que dans la majorité des cas, le VE coûte plus cher à l'achat, mais permet des économies d'essence et d'entretien au cours de la durée de possession. Donc, c'est vraiment ça la perspective qu'on a prise. C'est important pour comprendre la façon dont on a construit le modèle. Puis justement, on est allé ensuite valider ça. C'est ce postulat-là de départ qui dit que le véhicule électrique coûte souvent plus cher à l'achat, mais permet des économies. On est allé valider ça par la suite avec des données. Alors, les étapes qu'on a prises pour la construction de cette analyse-là, c'est qu'au départ, on a choisi nos véhicules. Ensuite, on a choisi la méthode d'analyse. Ensuite, on a choisi les paramètres qu'on souhaitait intégrer au modèle. Donc, par exemple, les coûts d'énergie, les coûts d'entretien, le nombre de kilomètres parcourus, etc. On a ensuite choisi les données pour chacun des 3 scénarios qu'on a construits. Donc, les 3 scénarios, c'est le scénario de base 2020. On a ensuite construit un scénario favorable au VCI, puis finalement un scénario favorable au VE. Dans la présentation aujourd'hui, je ne vais pas m'attarder sur les paramètres qu'on a intégrés. Puis pour les données, je vais présenter simplement celles qu'on a fait varier d'un scénario à l'autre. Je ne m'attarderai pas sur les données qui sont fixes d'un scénario à l'autre. Mais encore une fois, si vous avez des questions à la fin, n'hésitez pas, puis je pourrai plonger un peu plus profondément dans ce sujet-là. Donc, au niveau du choix des véhicules, on a choisi, comme je le mentionnais, les 11 véhicules électriques les plus en circulation au Québec. On a 3 véhicules hybrides, donc la Toyota, la Chevrolet et la Mitsubishi, puis on en a 8 qui sont entièrement électriques. À eux, ensemble, ils représentent 64 de la flotte électrique québécoise. Puis pour ceux qui s'y connaissent un peu plus, vous remarquerez qu'on n'a pas choisi la Chevrolet Volt, qui représente quand même 20 du parc automobile électrique québécois aujourd'hui. Mais puisqu'elle a été discontinuée en 2019, on a fait le choix de ne pas l'intégrer au véhicule analysé. Donc, on a d'abord sélectionné les VE, puis ensuite de ça, on a choisi les VCI équivalents. Puis ça a été une étape cruciale parce qu'on voulait s'assurer de choisir des bons équivalents pour avoir justement des résultats qui soient justes, qui soient fiables. Ensuite, la méthode d'analyse qu'on a utilisée, c'est qu'on a d'abord fait le calcul des coûts totaux de possession. Donc, c'est quoi un coût total de possession? En fait, c'est simplement le prix d'achat plus les coûts d'opération annuels de chaque véhicule, comme les coûts récurrents, donc les coûts d'énergie, les coûts d'entretien, etc. Donc, on a fait le calcul des coûts totaux de possession pour les véhicules électriques et pour leur équivalent VCI. Puis après cette étape-là, on était déjà en mesure de savoir quel véhicule était le plus cher à l'achat, quel véhicule était le plus cher à opérer. On pouvait calculer cette différence-là. Mais nous, ce qui nous intéressait, c'était d'analyser ces coûts-là sur la durée pour voir justement dans quelle mesure les coûts additionnels au départ pouvaient être compensés plus le nombre de kilomètres parcourus était élevé, puis plus le nombre d'années de possession était grand. Donc, pour faire ça, on s'est basé sur 3 mesures de rentabilité, le taux de rentabilité interne, la valeur actuelle nette et le délai de récupération. Donc, aujourd'hui, je vais me concentrer vraiment sur la valeur actuelle nette parce que c'est la mesure qui nous a permis vraiment de faire le plus grand nombre de comparatifs. Donc, c'est ça, je vais m'attarder sur la valeur actuelle nette, la VAN. Je vais vous la présenter dans la prochaine slide un peu plus en détail. Alors, je vais vous donner un exemple pour illustrer un peu la façon dont on a construit le modèle avec la Nissan Leaf versus la Nissan Kicks pour notre scénario de base 2020. Je vais prendre mon petit pointeur ici. Ici, c'est le tableau qui illustre nos calculs. Donc, en colonne, vous pouvez voir, on a la Nissan Leaf qui est le véhicule électrique et on a la Nissan Kicks qui est le véhicule à essence. Puis au niveau des lignes, on a tous les paramètres qu'on a utilisés. Les seuls qui ne se retrouvent pas ici, c'est le nombre de kilomètres parcourus, la durée de possession puis la valeur de revente, mais ils étaient intégrés évidemment dans notre modèle, c'est juste qu'on ne les retrouve pas dans le tableau ici. Donc ici, vous pouvez voir qu'on a les données qui sont liées au CAPEX.
capital expense. Donc, ça, c'est les données qui sont vraiment liées plutôt au coût d'acquisition du véhicule puis au coût de l'infrastructure. Puis ensuite, ici, on a les données liées à l'OPEX, les coûts d'opération. Donc, en CAPEX, on retrouve les coûts d'acquisition du véhicule et de l'infrastructure de recharge, desquels on a déduit là, les subventions qui sont disponibles actuellement au Québec. Puis, en OPEX, on retrouve les coûts d'énergie, les coûts d'entretien et les coûts d'assurance. Ici aussi, c'est important de noter que les lignes où on a inscrit delta, ça représente la différence de coût entre le véhicule électrique et le véhicule à essence. Donc, on remarque ici que le véhicule électrique coûte environ 10 800 $ de plus que le véhicule à essence, mais coûte annuellement environ 1 200 $ de moins au niveau de l'énergie, puis environ 960 $ de moins au niveau des coûts d'entretien, par exemple. Donc, après ça, pour ce qui est de la mesure une fois qu'on avait fait le calcul des coûts totaux de possession, on voulait faire le calcul de la vanne par rapport à ça. Donc, la vanne, c'est quoi? En fait, c'est un outil qui permet de mesurer la rentabilité d'un projet. Donc, la différence entre la valeur actuelle des bénéfices du projet et la valeur actuelle des coûts du projet sur une période donnée. On dit valeur actuelle parce que ça permet de tenir compte de l'évolution de la valeur de l'argent dans le temps, donc d'évaluer correctement les entrées et sorties d'argent en fonction de la valeur d'argent dans le futur, l'argent dans le futur. Donc, pas seulement l'inflation, mais aussi la valeur que les consommateurs accordent à l'argent dans le futur. Par exemple, est-ce qu'un consommateur va préférer avoir 100 $ aujourd'hui ou 1000 $ demain? Qu'est-ce qu'on va choisir? Donc, ça, c'est vraiment la valeur qu'on accorde en tant que consommateur à l'argent dans le futur. Donc, on représente l'importance qui est accordée à la valeur de l'argent dans le futur par un taux d'actualisation. Pour ceux qui s'y connaissent un peu moins, un taux d'actualisation, c'est ça qui permet d'évaluer justement dans quelle proportion, quelle valeur est-ce qu'on y accorde. Puis nous, on a utilisé un taux d'actualisation de 4 % dans le cadre de notre étude. Donc, normalement, on utilise la vanne pour mesurer la rentabilité d'un projet qui permet des bénéfices réels au fil des années. Mais comme vous pouvez le constater ici dans notre beau tableau, c'est que les véhicules qu'on a comparés, bien, ils représentent uniquement des coûts. On a des coûts d'acquisition, on a des coûts d'opération. Donc, comment appliquer la vanne à ce modèle-ci? Bien, en fait, ce qu'on a fait, c'est qu'on a interprété les économies qui sont faites, qui sont réalisées quand on utilise un véhicule électrique par rapport à un véhicule à essence comme des bénéfices. Donc, autrement dit, on a calculé la vanne sur le delta, sur la différence de coût entre le véhicule électrique et le véhicule à essence. Donc, on a pris les économies qu'on a interprétées comme des bénéfices, on a pris les coûts, on en a déduit les coûts, on a actualisé ça avec notre taux d'actualisation de 4 %. Et finalement, on a été capable d'avoir une vanne qui nous permettait d'interpréter ça de la façon suivante. Si la vanne était positive, alors il était plus avantageux de posséder un véhicule électrique que son équivalent VCI. Puis, le véhicule dont la vanne serait la meilleure parmi les 11 véhicules électriques qu'on a analysés serait le véhicule électrique qui serait le plus intéressant financièrement. Pour ce qui est des choix des paramètres, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, je ne vais pas m'attarder sur les paramètres précisément, mais je vais juste m'attarder sur deux éléments qui étaient assez importants dans l'étude. Tout d'abord, les subventions qui sont disponibles pour les véhicules de promenade électrique au Québec. Donc, comme vous pouvez le voir, on a des subventions qui peuvent aller jusqu'à 8 000 $ pour l'acquisition des VE au provincial et 5 000 $ au fédéral. Donc, pour certains véhicules, ça peut aller jusqu'à 13 000 $ de subventions cumulatives. Donc, c'est assez intéressant. Puis, au niveau des infrastructures de recharge, on a des subventions qui peuvent aller jusqu'à 600 $. Puis, un autre point important, comme je vous le mentionnais au début, c'est les courbes de dépréciation qu'on a construites pour évaluer la perte de valeur annuelle des véhicules. Ici, vous pouvez voir en abscisse, on a le nombre de kilomètres qui est parcouru par les véhicules. Puis, en ordonnée, on a la valeur du véhicule qui diminue en fonction du nombre de kilomètres parcourus. Donc, on ne voulait pas évaluer la dépréciation uniquement au niveau annuel. On voulait vraiment intégrer le nombre de kilomètres parcourus dans notre modèle. Donc, la façon dont on a construit ces courbes-là, c'est qu'on a pris toutes sortes de points de données, puis on a créé des courbes de tendance à partir de ces points de données-là. Donc, on s'est basé sur le prix d'achat initial du véhicule, sur la valeur résiduelle des 5 premières années, qui a été calculée à l'aide de l'outil True Cost to Own de Edmunds. Edmunds offre une grande base de données, donc c'est ça qui est intéressant, c'est qu'on était capable d'avoir accès à des données assez fiables sur un grand nombre de véhicules qui ont été analysés. Puis finalement, on a calculé la valeur de récupération en fin de vie utile du véhicule. La façon dont on a calculé ça, c'est de dire que tout véhicule peut être vendu à la fourrière à un prix qui représente environ 1,5 % de son prix d'achat initial. Puis ensuite, on a ajouté à ça, pour les véhicules électriques, la valeur liée à la revente des batteries électriques pour une seconde utilisation, qui est un marché en plein essor. Puis on a estimé ça à environ 24 $ par kilowattheure pour les véhicules électriques.
On a ensuite fait la moyenne de ces points de données-là pour les véhicules électriques, puis la moyenne pour les véhicules à essence. Puis, on a dérivé des courbes de tendance pour les deux catégories. Puis, ce qu'on peut constater ici dans le tableau, c'est que la courbe de tendance ici, qui représente celle des véhicules électriques, ben, on voit que la dépréciation est plus rapide pour les véhicules électriques, mais se stabilise à un niveau en fin de vie qui est plus élevé que celle des VCI. Puis, pour les paramètres concernant les coûts d'opération dont je vous parlais tout à l'heure, comme je vous le disais, je ne vais pas m'attarder là-dessus, mais ce qui est important de retenir, c'est qu'on a vraiment voulu prendre en considération les saisons. Donc, on a pondéré la consommation d'électricité et d'essence en fonction des conditions climatiques au Québec, en fonction du fait qu'on a 8 mois d'hiver, 4 mois d'été. Donc, on a vraiment voulu avoir une analyse qui était fiable à ce niveau-là. Alors, je vais vous présenter nos différents scénarios, les différents scénarios qu'on a élaborés pour pouvoir calculer, faire nos comparatifs. Donc, on a d'abord élaboré un scénario de base où on a fait le postulat que les véhicules étaient conservés pour une période de 6 ans. Donc, ça, c'est la durée moyenne de possession des véhicules au Canada. Ensuite, on a indiqué qu'il y avait des subventions qui étaient disponibles, parce que c'était le cas évidemment en 2020. Puis pour la distance annuelle moyenne parcourue par véhicule, on a postulé que c'était de 15 000 km. En fait, une étude publiée en 2014 par Transport Canada qui indiquait que c'était la moyenne nationale. À noter que c'est pas la distance qui est parcourue par ménage, mais bien celle parcourue par véhicule. Puis c'est aussi une moyenne qui est assez réaliste dans un contexte urbain, par exemple à Montréal. Ensuite, on a pris le coût de carburant qui représente la moyenne des coûts d'essence en 2019 au Québec, donc d'environ 1,20 $ le litre. Finalement, au niveau de la consommation de carburant des véhicules, on s'est basé sur la cote de consommation des carburants combinés qui provient du guide de consommation des carburants 2020 de Ressources naturelles Canada, qui reflète une distance parcourue correspondant à 55 des parcours faits en ville, puis 45 des parcours faits sur autoroute. Puis finalement, les coûts d'entretien, les économies d'entretien liées aux véhicules électriques, ça, c'est des données qu'on a retrouvées dans l'outil développé par Atlas Public Policy, l'organisation dont je vous parlais au départ. Ça représente les valeurs moyennes qui ont été divulguées dans ce rapport-là. Ensuite, le scénario favorable au VCI, ici, on a dit que la durée de possession était de 3 ans, que les subventions n'étaient pas applicables. Donc, par exemple, en supposant que le fédéral ou le provincial mettrait fin à leur programme d'aide. On a dit que la distance parcourue serait de 10 000 km. On a évalué que le coût de carburant serait de 1,10 $ le litre. Donc, ça, c'est la moyenne mensuelle du coût d'essence la plus basse en 2019. Finalement, la consommation de carburant est basée sur le postulat que les véhicules effectuent 25 % des trajets en ville et 75 % des trajets sur autoroute, sachant que la consommation de carburant sur autoroute est moins grande. Donc, c'est pour ça qu'on a fait cette proportion-là. Puis ça visait à prendre en compte à la fois les variations dans les proportions des trajets effectués en ville ou sur autoroute, mais aussi les habitudes de conduite des automobilistes, qui sont assez variables puis qui font varier la consommation de carburant. Finalement, dans ce scénario-là, on a postulé qu'il n'y avait aucune économie d'entretien qui était réalisée. Pour notre dernier scénario, le scénario favorable aux véhicules électriques, ici, la durée de possession était de 10 ans. Il y avait des subventions. La distance parcourue était de 20 000 km. Le coût de carburant était de 1,35 $ le litre, donc la moyenne mensuelle du coût d'essence la plus élevée en 2019. La consommation de carburant, bien, à l'inverse du scénario précédent, on disait que le véhicule parcourait 75 % de ses trajets en ville, puis 25 % sur autoroute. Puis finalement, on a pris des économies d'entretien de 61 %. C'est un des pourcentages d'économies les plus élevés parmi toute la littérature qui existe à ce sujet-là. Donc là, je vous ai présenté notre modèle d'analyse, je vais présenter la façon dont on a voulu calculer tout ça, je vous ai présenté nos différents scénarios. Puis une fois qu'on a fait ça pour nos 11 modèles de véhicules, on a été capable de déterminer est-ce que le coût additionnel en fonction des différents véhicules requis pour le véhicule électrique est compensé au cours de la durée de possession du véhicule. Donc, je vais vous présenter ici nos résultats. Je vais reprendre l'exemple de la Nissan que j'utilisais tout à l'heure pour vous montrer ce qu'on a fait vraiment pour chaque modèle de véhicule. Donc, ici, ça a donné ce petit tableau-là, justement, qu'on a fait pour chaque véhicule. Donc, on voit que pour le scénario de base, on a une vanne qui est positive. Pour le scénario favorable au VCI, on a une vanne qui est négative. Donc, ça veut dire qu'ici, la Nissan Kicks, le modèle à essence, serait préférable financièrement par rapport à la Nissan Leaf. Puis, pour le scénario favorable aux véhicules électriques,
ben évidemment, on a une vanne qui est encore plus intéressante que celle pour le scénario de base 2020. La façon dont c'est représenté ensuite graphiquement, ça donne ça ici. Donc, vous pouvez voir que justement en axe des abscisses, on a la durée de possession, on a le nombre d'années, puis en axe des ordonnées, on a la valeur de la vanne. Donc, on voit que pour le scénario favorable au VCI, ben, on n'a jamais une vanne qui est positive, donc c'est pour ça que le véhicule électrique n'est pas préférable dans ce cas-ci. Puis on voit que pour le scénario de base, là, la ligne qui est bleue ici en bleu foncé, on voit que c'est à peu près à partir de la 5e année là, que le véhicule électrique devient favorable par rapport au véhicule à essence. Puis, si vous vous posez la question de savoir c'est quoi la barre qui prend, on va dire, qui devient plus abrupte à la fin des différentes courbes, en fait, ici, ça représente la vente du véhicule à la fin, donc vraiment l'entrée d'argent qui revient lorsqu'on vend le véhicule à la fin de la durée de possession. C'est ce qui explique qu'on a une courbe qui est un peu plus abrupte à la fin. Donc, voici ce que ça a donné pour tous nos modèles. C'est un véhicule qui est assez coloré, mais vous pouvez voir que, en fait, tous les modèles, à l'exception de la Tesla S, sont préférables au modèle VCI équivalent au maximum à la 6e année de possession du véhicule, et notamment grâce à la valeur de revente des véhicules électriques qui arrive à la fin de la durée de possession. Puis donc, c'est pas surprenant que la Tesla S, elle, n'atteigne jamais n'ait jamais une vanne qui soit positive, parce que son prix d'achat initial approche les 106 000 $, donc environ 40 000 $ de plus que son comparatif. Ici, on avait utilisé la BMW 530i comme comparatif. Aussi, le fait que son prix d'achat soit élevé comme ça fait en sorte qu'il n'y a aucune subvention liée au véhicule qui peut être applicable. Donc, c'est pour cette raison-là que justement, les coûts initiaux qui sont tellement supérieurs par rapport aux véhicules à essence font en sorte que, malgré les économies qui sont réalisées au cours de la durée d'opération, on réussit jamais à avoir une vanne qui soit positive. Ensuite, on a fait le même calcul, mais pour la moyenne de nos 7 modèles de véhicules entièrement électriques. Donc, on n'a pas pris en compte les véhicules hybrides à ce moment-ci. Puis, on n'a pas pris en compte non plus le modèle de Tesla S parce que sa valeur est tellement différente des autres qu'on n'a pas voulu l'intégrer à ce calcul-ci pour vraiment faire la moyenne de nos véhicules électriques. Donc, ce qu'on constate, c'est que pour notre scénario de base, il faut environ 1 an et 4 mois ou 20 000 km de parcouru avant que la vanne soit positive, que l'investissement initial soit compensé par des économies annuelles. Donc, ça prend environ 20 000 km avant que le véhicule électrique devienne une option favorable. Finalement, vous vous posez sûrement la question, quel est le véhicule électrique le plus avantageux? Bien, dans le cadre de notre étude, c'est la Tesla Model 3, selon nos différents scénarios. C'est la Tesla Model 3 qui a été comparée à la BMW 330i, qui est la plus avantageuse financièrement. La raison pour laquelle c'est la plus avantageuse financièrement, c'est surtout en raison des subventions, parce qu'en fait, avec les subventions qu'on peut déduire du prix initial d'achat, on a un véhicule qui nous coûte environ 12 000 $ de moins que son comparatif à essence. Donc, c'est la raison pour laquelle vous voyez ici, je vais reprendre mon petit pointeur, vous voyez ici qu'à partir de l'année 0, la vanne est déjà positive, en fait, parce que le coût d'achat initial est déjà inférieur pour le véhicule électrique par rapport à son comparatif à essence. Ce qu'on peut voir, c'est que pour le scénario favorable au VCI, par contre, on n'atteint jamais une vanne positive. Donc, si les subventions étaient inexistantes, si la durée de possession était de 3 ans uniquement, donc si on gardait les paramètres du scénario favorable au VCI, la Tesla Model 3 à ce moment-ci ne serait pas favorable, ne serait pas préférable. Donc, je vais vous présenter brièvement notre analyse de sensibilité, celle qu'on a effectuée pour voir quels paramètres parmi les 7 qu'on a fait varier selon nos différents scénarios avaient le plus d'impact sur le résultat final. Donc, ce qu'on a fait, c'est qu'on a fait varier chacun de nos paramètres de plus ou moins 50 %, puis on a évalué quel impact ça avait sur notre vanne, sur notre résultat final. Donc, ce qu'on peut voir, c'est que c'est la subvention qui est le facteur qui fait le plus varier finalement nos résultats finaux. Donc, une variation de plus ou moins 50 % fait diminuer ou augmenter la valeur du résultat d'environ 6 000 $, ce qui représente environ 45 % là, pour notre cas ici avec une vanne à 14 000. Donc, c'est une grande variation. Et ensuite, les deux variables qui font le plus
qui ont le plus d'impact sur nos résultats finaux, c'est la distance parcourue et la durée de possession. Donc ça illustre bien ce que notre analyse démontre, c'est que plus un véhicule électrique est conservé longtemps, plus le nombre de kilomètres qu'il parcourt annuellement est élevé, plus les économies réalisées au cours de la durée de possession vont être importantes, puis plus fortes seront les chances que l'investissement initial supplémentaire lié à l'acquisition d'un véhicule électrique soit compensé. Puis donc, c'est ça, une variation de ces trois facteurs-là mis ensemble de 50 de ces trois facteurs-là, ça nous ferait diminuer les bénéfices financiers d'environ 16 000 $. Donc, ça rendrait le véhicule électrique à ce moment-ci moins intéressant que le véhicule équivalent à essence. Donc, c'est vraiment les trois facteurs les plus importants quand on fait une analyse en tout cas dans le cadre de notre analyse pour comparer le coût des véhicules électriques et le coût des véhicules à essence. Donc, en conclusion, je vais enlever mon pointeur. Dans quelle mesure est-ce que les coûts additionnels sont compensés? La question à laquelle on voulait répondre au départ. Pour notre scénario de base, on remarque que tous les modèles de véhicules électriques sont préférables, sauf la Tesla S. Donc, les coûts additionnels sont compensés pour tous les modèles de véhicules électriques, sauf la Tesla S. Pour notre scénario favorable au BCI, aucun modèle de véhicule électrique n'est préférable. Pour notre scénario favorable au VE, tous les modèles de véhicules électriques sont préférables. Puis finalement, les subventions et l'intensité d'utilisation d'un véhicule sont les facteurs qui ont le plus de poids dans la détermination des bénéfices financiers qui sont liés à l'utilisation d'un véhicule électrique. Voilà. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Charlotte. Très intéressant. Il y a des questions qui sont rentrées. Alors, je vais commencer à te les poser. Première question de Brigitte Miller, qui en a deux en fait, mais la première, c'est qu'est-ce qui a motivé le choix de 4% dans le taux d'actualisation? C'est une très bonne question. En fait, on s'est basé sur, comme je le disais un peu, on s'est pas basé uniquement sur le taux d'intérêt ou le taux de rendement d'un placement qui serait peu risqué, puisque normalement, quand on détermine un taux d'actualisation, on se base sur quel serait le taux de rendement qu'on pourrait avoir si on plaçait notre argent ailleurs par exemple, dans des obligations ou des taux de placement, dans un placement qui est non risqué. Donc, on a pris ça. Donc, la moyenne, je vais juste reprendre mes petites notes, je me l'étais noté tout à l'heure. La moyenne des obligations, le rendement moyen des obligations canadiennes en 2019, c'était 1,75 %. Donc, on est parti de cette base-là. Puis ensuite, on l'a augmenté parce que, comme je le mentionnais, la valeur qu'on accorde à l'argent dans le temps varie là, selon les consommateurs. Puis souvent, on va avoir tendance à accorder plus de valeur au présent qu'au futur. Donc, ça veut dire qu'on a voulu augmenter notre taux d'actualisation un petit peu plus, donc pour le rendre jusqu'à 4 % pour pouvoir bien prendre en compte c'est justement cette valeur-là que les consommateurs accordent au futur. Question un peu, une deuxième question de Brigitte Miller, puis on va passer à d'autres personnes, mais sa deuxième question, c'est si on avait un scénario où on finance le VCI sur 60 mois ou 84 mois, est-ce que ça affecterait la rentabilité relative des véhicules électriques ou les résultats? C'est une bonne question, parce que nous, c'est vrai que dans ce modèle-ci, on a pris en compte on n'a pas mesuré en fait le financement. Là. On a intégré dans notre modèle le prix d'achat comme si c'était ponctuel là, à l'année zéro. Donc, on n'a pas pris en compte les paiements mensuels. Je pourrais peut-être vous montrer un graphique. Je vais partager mon écran. J'ai fait quand même une évaluation des coûts mensuels des véhicules électriques pour voir justement si on faisait des paiements mensuels, comment est-ce que ça affecterait les résultats. Est-ce que vous voyez mon écran? Non, c'est toujours le partage du même écran là. Mais est-ce que vous voyez? Oui, c'est ça, mais vous voyez mon PowerPoint en ce moment. Oui, on voit ton PowerPoint. Ah, parfait. OK. Alors, oui. Donc, ici, ça, c'est le graphique que j'ai fait pour les coûts mensuels des véhicules. Je vais reprendre mon petit pointeur. Donc, en gros, ce qu'on voit, c'est que ici, ce que j'ai fait, c'est que j'ai intégré les paiements mensuels, la valeur de la dépréciation et tout ça. Donc, j'ai vraiment fait le modèle en fonction de si justement on avait un financement mensuel. Puis ce qu'on voit, c'est que le delta ici nous montre que le véhicule électrique coûte nous permet des économies d'environ 5 % mensuellement. Donc, ça veut dire que les résultats je pense qu'ils sont pas vraiment affectés par le fait de prendre en compte des paiements mensuels ou de prendre en compte le prix d'achat comme à l'année zéro, comme on l'a fait dans notre modèle actuel. Donc, ici, le véhicule électrique aurait
un gain net d'environ 5 par rapport aux véhicules à essence, pour la moyenne des véhicules électriques qu'on a analysés. Toujours dans le financement, une question de Frédéric Paiement. À quoi attribue-t-on la dépréciation initiale plus rapide pour les véhicules électriques comparés aux véhicules à combustion interne? C'est une bonne question. Nous, on a basé nos données sur, comme je vous le disais, là, sur la grande banque de données qui est celle d'Edmunds. Donc, on s'est vraiment basé sur des tendances là, de ce qu'on a évalué là, dans le marché sur comment les véhicules déprécient, mais il y a une panoplie de facteurs qui entrent en ligne de compte lorsqu'on regarde la dépréciation des véhicules. Donc, il y a non seulement la dépréciation du matériel en tant que tel, donc la perte de valeur du matériel, mais il y a aussi la perte de valeur perçue par les consommateurs. Puis ça, c'est une notion vraiment intéressante. C'est justement, on dit souvent, quand tu sors de chez le concessionnaire, ton véhicule perd de la valeur la minute que tu es sorti de chez le concessionnaire, juste parce que à ce moment-ci, ça devient comme un véhicule usagé, finalement. Donc, c'est plus un véhicule considéré comme neuf. Donc, c'est difficile de savoir exactement qu'est-ce qui fait en sorte que le véhicule électrique perd de la valeur plus rapidement que le véhicule à essence. C'est une tendance qu'on a remarquée dans le marché, mais ça pourrait être entre autres lié à la perception des consommateurs. Est-ce que les consommateurs ont l'impression qu'un véhicule électrique vaut moins cher après une année d'utilisation plutôt qu'un véhicule à essence? Puis aussi, ben, juste le coût du véhicule. Donc, même si on appliquait le même pourcentage de dépréciation pour un véhicule qui coûte plus cher à la base, puis qui a une batterie et tout ça qui coûte assez cher, ben, la dépréciation serait probablement un peu plus rapide au départ parce que le véhicule a un prix d'acquisition qui est plus grand, puis il y a des matières à l'intérieur qui ont des valeurs plus importantes aussi. Merci. Une question de Frédéric Deschamplain sur le scénario favorable au VCI. Y a-t-il vraiment des études disant qu'il n'y a aucune économie d'entretien avec les véhicules électriques par rapport au VCI? Non. Ben, en tout cas, j'en ai pas vu. Il y a pas j'ai pas trouvé d'études qui disaient qu'il y avait aucune économie d'entretien. Je suis persuadée qu'il y en existe. En fait, j'ai dit non. J'en ai pas trouvé moi-même, mais je suis persuadée qu'il y a des études qui montrent qu'il n'y a pas nécessairement ou en tout cas qui postulent qu'il n'y a pas nécessairement d'économie d'entretien. Nous, on a choisi de le mettre dans ce cas-ci pour justement avoir un scénario qui était vraiment plus favorable au VCI, pour voir. On a l'impression, en tout cas, les données tendent à démontrer que justement que ça nous permet qu'on a des économies d'entretien, mais si par exemple il n'y en avait pas, si finalement c'était pas avéré, est-ce que finalement ça aurait un impact? Donc c'est pour ça qu'on l'a intégré dans notre scénario favorable au VCI, mais c'est ça, comment dire, on n'a pas encore beaucoup de données liées aux véhicules électriques, donc c'est parfois un peu difficile de savoir qu'est-ce qui est la réalité et tout ça. Là. Donc, il y a toutes sortes d'études qui sortent à ce sujet-là. Donc, voilà. Il y a plusieurs questions par rapport au coût de l'hypothèse de la recharge à la maison par rapport à des bornes et au coût de l'énergie. Donc, de Jean-Pierre Finet et Hervé Chapon posent toutes les deux une question similaire. Quelle est l'hypothèse de recharge en pourcentage maison versus borne? Et puis, est-ce que le coût de l'énergie considéré pour les véhicules électriques, c'est toujours à domicile? Oui, donc, très bonne question. Oui, ici, on n'a pas postulé en fait que les véhicules étaient rechargés à l'extérieur. On a vraiment dit que les véhicules étaient toujours rechargés à domicile. La raison pour laquelle on a fait ça, c'est que, on a questionné des experts sur le sujet, on a questionné des consommateurs des automobilistes et tout ça, puis on s'est rendu compte que la majorité des gens rechargeaient surtout à domicile et rechargeaient très peu sur les bornes. Puis l'autre raison, c'est que une variation, en fait, si on avait pris en compte finalement le coût que ça nous coûte de recharger les véhicules à l'extérieur plutôt qu'à domicile, ça aurait fait une variation d'environ 200 à 600 $ sur 10 ans. Donc, c'était une variation qui était trop minime pour dire qu'on prendrait ce facteur-là en compte, qu'on essaierait de voir comment est-ce qu'on pourrait pondérer, voir quelle proportion des recharges sont effectuées à domicile, quelle proportion des recharges sont effectuées à l'extérieur. Donc, comme la variation était trop minime, on a choisi de vraiment faire le postulat que tous les véhicules étaient rechargés uniquement à domicile. Par contre, ce qu'on a fait, c'est qu'on a vraiment fait, comme je le disais, une pondération entre quand les véhicules sont rechargés l'hiver ou quand les véhicules sont rechargés l'été. Donc, au niveau de la consommation d'énergie, donc, on a évalué les différentes tranches là, de consommation d'électricité d'Hydro-Québec. Puis c'est ça, on a évalué ça comme ça. On a fait une pondération pour vraiment bien prendre en compte les coûts d'énergie qui sont supérieurs en hiver. Voilà. Pénélope Renaud demande comment avez-vous choisi les VCI à comparer à chaque VE?
Chaque VE, en fait, on a fait appel à des experts sur le sujet. Puis on a vraiment essayé de choisir les VCI qui étaient qui étaient vraiment dans la même catégorie que les VE analysés, qui étaient évalués par les consommateurs comme étant justement à peu près du même niveau. Puis on a même regardé pour prendre des véhicules dont les options étaient similaires, donc parce qu'on peut toujours prendre différentes options sur nos véhicules. Donc, on a vraiment voulu avoir des véhicules de même gamme, puis des véhicules comparatifs. Mais là, pour cet aspect-là, on s'en est vraiment remis aux experts là, à ce niveau-là. Victor Poudlet demande est-ce que les paramètres critiques qui ressortent lors de l'analyse de sensibilité seraient les mêmes pour les VE moyens et lourds? Ah, pour les VE lourds, c'est-à-dire pour les camions, j'imagine. En fait, les analyses de sensibilité pour chacun des véhicules étaient différentes. Donc, il y avait des véhicules pour lesquels c'était pas nécessairement les subventions, le facteur qui avait le plus de poids, ou c'était pas nécessairement la distance parcourue. Donc, peut-être que ça se retrouvait en deuxième ou troisième position par rapport en première position. Mais ça, c'était vraiment propre à chaque véhicule. Donc, nous, on a vraiment fait la moyenne de nos 7 véhicules entièrement électriques, sans prendre en compte la Tesla S. Puis c'est ce que ça nous a donné. Mais oui, c'est sûr que les analyses de sensibilité varient en fonction du véhicule qu'on regarde. Nous, on a vraiment fait une moyenne de nos 7 véhicules ici, dans ce cas-ci. Olivier Dulude demande, à part le modèle 3 de Tesla, quel est le VE dont la vanne est le plus favorable? Ben, pour ça, il faudrait que je retourne je ne l'ai pas en tête ici, mais peut-être qu'on pourrait retourner voir le. Vous voyez encore mon écran, hein? Oui. Oui, oui, oui. Je ne vais pas arrêter de le partager. Je pourrais aller voir le graphique ici. Donc, la Tesla, je vais reprendre mon petit pointeur. La Tesla 3, c'est la ligne bleu marine. Donc, on voit clairement que la Tesla 3 surpasse les autres véhicules pour notre scénario de base, encore une fois. Je crois que la suivante, ce serait celle en bleu pâle ici, ou peut-être celle qui termine, en fait, plutôt celle-ci, qui termine après la 6e année avec la vanne la plus intéressante. Donc, ça serait ça serait la Hyundai Ioniq, qui serait la deuxième, la plus intéressante, après l'Elantra. Ça, vous pourrez le voir là, dans notre rapport final, là, lorsqu'il va être publié, vous pourrez voir vraiment plus en détail là, les véhicules. Et on pourra envoyer le rapport final à tous les gens inscrits au webinaire, donc vous n'aurez pas forcément à venir, mais on pourra vous l'envoyer, on a la liste des gens inscrits. Alban Pilar demande, est-ce que les externalités environnementales ont été évaluées, les émissions de gaz à effet de serre et polluants atmosphériques? On a choisi de ne pas intégrer les externalités environnementales comme un coût supplémentaire en se disant que les externalités étaient déjà prises en compte dans le prix de l'essence. Mais on sait que justement le prix de l'essence risque d'augmenter grandement dans les prochaines années, justement parce que les externalités environnementales sont prises en compte de plus en plus dans le prix de l'essence. Mais puis elles augmentent, là, donc, mais non, on l'a pas pris en compte ici spécifiquement comme un facteur spécifique, on l'a vraiment associé au prix de l'essence, dans le fond. Mais le prix de l'essence reste le même sur les périodes de temps que vous regardez. Oui, c'est ça. Oui, pardon. Ce que je voulais dire, c'est qu'on sait que dans les prochaines années, il risque d'y avoir une augmentation du prix de l'essence en raison justement de ces externalités-là. Mais non, dans notre modèle, on a pris les mêmes prix de l'essence. Donc, c'est très conservateur et l'avantage des VE devrait augmenter au fil des ans. Exactement, ouais. Pascal Dumoulin demande si on a une idée de la chute des prix des VE en fonction de leur diffusion en masse. Ça, c'est un aspect sur lequel je ne me suis pas penchée. La chute du prix des VE en fonction de leur... à la chute des prix, j'imagine des prix de chaque véhicule, le prix individuellement. C'est une bonne question. Je ne sais pas quoi répondre à ça parce que j'ai pas vraiment analysé ce paramètre-là. Donc, je ne pourrais pas dire s'il y a vraiment des économies qui sont réalisées si les véhicules sont vendus en masse. Mouloud Amazouz demande, est-ce que vous pensez étendre votre étude pour tenir compte de l'aspect environnemental, $ par tonne de CO2 émis ou évité? Ça pourrait être intéressant, mais c'est sûr que l'analyse environnementale, c'est une analyse tout autre. C'est vraiment, c'est très complexe. On sait qu'il y a une analyse qui a été faite par Hydro-Québec, justement pour analyser ils ont fait une analyse de cycle de vie.
pour voir au point de vue environnemental, est-ce que les véhicules électriques sont vraiment plus intéressants que les véhicules à essence, puis à partir de combien de kilomètres parcourus, est-ce qu'ils deviennent plus intéressants au point de vue environnemental, justement. Donc, faire une analyse de cycle de vie, c'est un gros projet. Donc, je pense pas que ça va être quelque chose qu'on va ajouter à notre étude. C'est une étude du CIREG qui a été commandée par Hydro-Québec, mais c'est le CIREG qui l'a réalisée. Elle date de 2016, si ma mémoire est bonne. Oui, 2016, exactement. Simon Leclerc demande si ce serait possible de revenir sur la revente des batteries des véhicules électriques en fin de vie. Oui. Charlotte, tu as mentionné 24 $ par kilowattheure. Ne serait-ce pas plutôt un prix de revente en fonction de la capacité des batteries? Donc, et là, la fin de la question, là, je ne suis pas sûr de bien la lire. OK. Ben oui, en fait, c'est basé sur une étude. Je pourrais vous retrouver l'étude. En fait, je pourrais prendre le nom de la personne qui posait la question, puis retourner dans mes notes, puis répondre plus longuement à cette question-là. Mais oui, c'est une étude qui s'est basée sur justement quelle était la capacité initiale des batteries, puis quel était leur prix initial. Puis on sait que le prix, par ailleurs, on sait que le prix des batteries diminue grandement d'année en année là, en ce moment. Puis en se basant sur des prix initiaux de batteries, cette étude-là a été capable de démontrer, OK, ben après tant d'années d'utilisation et tout ça, quand la batterie est rendue à, par exemple, 60% de sa capacité initiale, quel est son prix de revente sur le marché de seconde main. Puis c'est un marché qui est vraiment en plein essor actuellement. Donc, c'était 24 $ par kilowattheure pour des batteries de véhicules électriques, puis 19 $ par kilowattheure pour des batteries de véhicules hybrides. Mais pour savoir quel était le prix initial de la batterie qui a été évalué à ce niveau-là, il faudrait que je retourne dans mes notes. Fait que je pourrais prendre peut-être le nom de la personne puis renvoyer un petit courriel pour spécifier. C'est noté, on garde le fichier avec les questions. D'ailleurs, il y a beaucoup de questions. Je vous remercie. On n'aura pas le temps de passer à travers toutes les questions. Il nous reste encore 4 minutes, Charlotte. Donc, bon. Je vais en envoyer quelques-unes, mais je m'excuse à l'avance. Là, vous êtes nombreux. On est 215 personnes à assister au webinaire et il y a beaucoup de questions. Mais je les prends en ordre chronologique de réception des questions. Il y a Sophie Desnoyers qui demande: est-ce que la dépréciation des VE a été calculée indépendamment par rapport au comparatif ou si une moyenne a été utilisée? Ça a été calculé indépendamment par rapport au comparatif, mais c'est une moyenne des véhicules électriques. Donc, en fonction des données qui étaient disponibles, comme je le mentionnais dans la banque de données de véhicules d'Edmunds, mais on a calculé vraiment pour les véhicules électriques sans comparer à leurs véhicules comparatifs. On a comparé pour ces véhicules-là électriques, quelle est la dépréciation, puis ensuite on a fait pour les VCI, pour ces véhicules-là à essence, quelle est leur dépréciation, puis on a dérivé 2 courbes de tendance, une pour les VE puis une pour les VCI, puis c'est comme ça qu'on a pu calculer la dépréciation. Merci. Il y a Martin Tremblay qui demande si dans le scénario favorable au VCI, si on a calculé une installation de recharge à 1 500 $ pour les VE, parce que si à 15 000 km par année, une recharge à 120 volts, ou en fait pas de borne, sans borne de recharge, simplement la prise normale, pourrait être suffisante pour l'utilisateur. Donc, on n'a pas besoin d'avoir une borne de recharge qui coûte 1 500 $. OK. Ben, on a pris en compte une borne de recharge de 1 500 $ à ce niveau-ci. On a voulu avoir une étude qui est un peu plus conservatrice. Donc, c'est pour ça qu'on n'a pas fait le postulat que le véhicule pouvait être rechargé uniquement, justement, donc sans borne de recharge. Mais on aurait pu faire ce postulat-là, mais non, on a choisi vraiment de garder le 1 500 $ pour avoir une approche qui était un petit peu plus conservatrice. Il y a Jean-Marc Fréret qui pose la question: est-ce que vous avez calculé la valeur de carburant qu'il faut pour avoir une vanne positive sans subvention? La valeur de carburant. Oui, jusqu'à quand il faudrait augmenter le prix de l'essence pour que le VE soit rentable sans la subvention? Non, on n'a pas calculé ça, mais c'est vraiment, ça serait un calcul très intéressant à faire. Donc, mais non, on l'a pas fait dans cette étude-ci. Mais par contre, je me prends la note parce que je trouve que c'est vraiment un point intéressant qu'on pourrait explorer un peu plus longuement. Si je trouve une réponse, je vous renverrai un courriel. Dominique Corbeil demande: en conservant un véhicule 10 ans, quel serait le kilométrage annuel minimal à parcourir pour obtenir une vanne de zéro?
donc équivalent au Ouais. VCI. Même genre de question un peu. Ouais, ben, je pourrais aller regarder. Ah oui, je vais vous montrer. Hop, non, je vais passer vite mes slides, mais j'ai mis les mêmes graphiques, mais pour les scénarios favorables au VCI et scénarios favorables au VE. Donc, sur 10 ans, mais ça, ce serait avec le scénario favorable au VE parce que c'est celui-là pour lequel on a pris une durée de possession de 10 ans. Donc, pour les autres scénarios, c'était 6 ans et 3 ans. Donc, c'est sûr qu'il faut quand même garder en tête que là, ici, on a un scénario qui est favorable aux véhicules électriques. Mais je l'ai pas fait, j'ai pas fait la moyenne des véhicules électriques, mais on voit qu'ici, la tendance là, semble nous dire que c'est à peu près après 3 ans. Puis ici, dans notre scénario favorable au VE, on disait qu'il y avait 20 000 kilomètres qui étaient parcourus annuellement. Donc, mettons après 60 000 kilomètres parcourus, un peu plus de 60 000 kilomètres parcourus, là, on aurait une vanne qui serait positive. Merci beaucoup, Charlotte. Il y a beaucoup d'autres questions. Malheureusement, on n'aura pas le temps de les prendre, puisqu'il y a une deuxième présentation qui va essayer d'être Oui. aussi intéressante que la tienne, Charlotte. Mais on a conservé toutes vos questions vont être transmises à Charlotte et dans la mesure du possible, elle va, Oui. elle va pouvoir y répondre. Mais oui, la présentation va être disponible. On va la mettre en ligne sur le site de la chaire. Alors, on vous remercie beaucoup. Merci Merci, beaucoup. Charlotte. Et Merci à on vous. va, Merci pour vos questions. Je vais arrêter de partager mon écran. ouais. Et on passe à la deuxième étude que je vous présente moi-même sur le déploiement des bornes de recharge rapide au Québec, un état des lieux et on va discuter des enjeux. Une étude que j'ai réalisée avec Olutoyin Raimi, qui lui aussi est un diplômé maintenant de la maîtrise en management en gestion du développement durable de HEC Montréal. Alors, c'est toujours évidemment dans la problématique des véhicules électriques. On a beaucoup parlé avec le webinaire de Charlotte de la recharge à la maison, mais c'est quelque chose qui risque d'évoluer dans les années à venir et de plus en plus de bornes de recharge rapide sont déployées. Donc, cette présentation, elle est basée sur un rapport qui, lui, est disponible dès maintenant. Vous pouvez aller le télécharger. Vous voyez l'adresse web où vous pouvez aller télécharger l'étude. On va d'abord faire un état des lieux de la recharge rapide au Québec. Donc, à partir de données partagées par Hydro-Québec et le circuit électrique, on a pu dresser un état des lieux de la recharge rapide et on va passer par la suite à un enjeu du déploiement de ces bornes rapides. C'est vraiment sur les bornes rapides qu'on se base et on va terminer par quelques recommandations. Donc, un peu pour le contexte, ici vous voyez un graphique qui contient certaines données similaires à ce que Charlotte vous a présenté sur le nombre de véhicules entièrement électriques. Ici, ça c'est les véhicules entièrement électriques, donc les VEE, qui sont immatriculés de 2013 à 2019. Donc, vous voyez une croissance qui est presque exponentielle. Et vous voyez aussi le nombre de bornes rapides qui sont installées dans le circuit électrique. En bleu. Donc, on a environ, en 2019, on avait presque 35 000 véhicules entièrement électriques et près de 300 bornes rapides installées, ce qui nous fait un ratio de bornes rapides par millier de VEE d'environ 10. Là, vous voyez, en 2019, c'était 8,6, mais on est autour de 10 bornes rapides par rapport pour 1000 véhicules entièrement électriques. Ce chiffre-là, qui est le chiffre qui correspond à la réalité du déploiement des bornes rapides au Québec par rapport au nombre de véhicules entièrement électriques, c'est un chiffre qui est souvent utilisé dans la littérature. C'est pas uniquement le circuit électrique qui l'utilise, ou que c'est pas simplement un constat qui est un hasard. C'est quelque chose qui est très partagé dans la littérature. C'est environ le nombre de bornes rapides que l'on estime être nécessaire pour 1000 véhicules entièrement électriques. Ça sera d'autant plus nécessaire que la recharge à domicile va être appelée à être moins importante dans les années à venir. Elle va rester, l'idée n'est pas de dire qu'elle sera plus importante, mais elle va être moins importante et on va revenir là-dessus un peu plus tard dans la présentation. Et donc, forcément, si la recharge à domicile est moins importante, la recharge au travail et les recharges publiques vont devenir plus importantes.
Et quand on regarde le nombre de bornes rapides au Québec, eh bien, on a, en septembre 2020, on avait les 332 bornes du circuit électrique. Il y avait 91 autres bornes rapides qui étaient installées par d'autres opérateurs. Et il y avait les 163 superchargeurs de Tesla, ce qui nous fait un total d'environ 586 bornes rapides pour 35 000 véhicules entièrement électriques. En fait, là, le 35 000, c'était pour 2019. En septembre 2020, il devait y avoir plus de véhicules entièrement électriques. Donc, le nombre, là, ici, j'ai indiqué 17 bornes pour 1000 véhicules entièrement électriques. Probablement que c'est un peu moins puisqu'il y avait plus de véhicules entièrement électriques. Peu importe ces chiffres-là, pour 2030, le gouvernement du Québec vise 1,5 million de véhicules électriques au Québec. Si on fait l'hypothèse très conservatrice qu'on a 50% de véhicules entièrement électriques dans ce 1,5 million, c'est très conservateur parce que beaucoup de gens pensent qu'on se dirige rapidement vers des véhicules entièrement électriques et non plus autant de véhicules hybrides dans les véhicules électriques. Eh bien, mais même si on n'avait que 50% de véhicules entièrement électriques, on aurait besoin de 7500 bornes rapides au Québec en 2030. 7500 bornes rapides en 2030, on en a environ 600 aujourd'hui. Ça nous fait énormément de bornes rapides à installer, de l'ordre de 700 bornes rapides à installer par année. Évidemment, le rythme d'installation des bornes rapides ces dernières années n'était certainement pas au niveau de 700 par année. Si je reviens juste sur le graphique ici, vous voyez en 2019, on a installé environ 150 bornes rapides. Et Hydro-Québec annonce, si ma mémoire est bonne, environ 1400 bornes rapides dans sa dernière annonce publique. Le nombre de bornes rapides qui est allé être installées, je pense que c'est autour de 1400. Pour 2030, il faudrait installer un très grand nombre de bornes rapides, simplement pour rester au niveau actuel de 10 bornes rapides environ par 1000 véhicules entièrement électriques. Donc, c'est un des grands défis auquel il faut probablement réfléchir. Et c'est un petit peu l'idée de ce rapport, c'est de nous poser la question de comment déployer ces bornes rapides, parce que c'est un enjeu qui pourrait être extrêmement important dans les années à venir. Donc, on va commencer par un état des lieux sur les emplacements et l'utilisation des bornes rapides. Ici, vous voyez une photo de 2 bornes rapides qui sont installées à Laval, à la caserne 8 des pompiers de Laval, sur Curé-Labelle. Dans un stationnement qui est en fait l'endroit où on retrouve le plus grand nombre de bornes rapides. Donc, ce qu'on a réalisé dans cet état des lieux, c'est pour regarder où sont positionnées ces bornes rapides, les 300 bornes rapides installées. Il y a un fichier qui existe et on peut regarder l'adresse de chaque borne rapide et on peut identifier si c'est dans un stationnement, une station-service. Donc, il y en a dans les stations-service, il y a 72 bornes rapides qui sont réparties dans 39 stations-service au Québec, ce qui est à peu près autant que le nombre de bornes rapides dans des restaurants. En fait, vous le savez probablement tous, dans les Saint-Hubert du Québec, il y a 60 bornes rapides dans 33, essentiellement des Saint-Hubert. Il se peut qu'il y ait un autre restaurant qui se soit faufilé là-dedans, mais ce sont essentiellement les Saint-Hubert. Dans des institutions financières, encore une fois, des caisses populaires, un petit peu dans des centres d'achat, dans des bureaux touristiques, 24 bornes rapides dans 22 bureaux touristiques, près d'arénas, bibliothèques ou des infrastructures municipales, 22 bornes rapides dans 14 sites et 2 bornes dans 2 hôtels au Québec. Donc, vous voyez un petit peu où sont situées ces bornes rapides, avec une très grande emphase dans des stationnements. C'est là où pas la majorité, mais le plus grand nombre de bornes se trouvent. Dans chaque site où on trouve des bornes rapides, il peut y en avoir 1, 2, 3 ou jusqu'à 5 bornes rapides. En fait, il y a 2 sites où on trouve 2 bornes rapides, 2 sites où on trouve 5 bornes rapides, donc ce qui nous fait 10 bornes rapides dans ces sites-là à 5 bornes. La majorité des sites, évidemment, n'ont qu'une seule borne rapide dans le site. Donc, on a 133 sites à 1 borne. On a 67 sites à 2 bornes. Et vous voyez un petit peu comment ces sites-là sont ventilés. Ça va jouer un rôle, le nombre de bornes par site. Évidemment, à terme, si les automobilistes, les électromobilistes sont intéressés par ces sites-là, c'est évident qu'ils vont être plus attirés par des sites où il y a plus de bornes rapides,
parce que le temps d'attente, on va le voir, est un des facteurs qui est déterminant là, pour le choix d'aller à une borne rapide ou non. Donc, s'il y a une seule borne rapide, on a plus de chances, évidemment, qu'elle soit occupée par quelqu'un comparé aux autres, comparé à des sites où il y aurait moins de bornes, il y aurait plus de bornes rapides. Au niveau de l'utilisation mensuelle des bornes rapides, et ça, c'est bien important de le comprendre. Ici, on compare le nombre d'utilisations mensuelles des bornes rapides et vous avez la moyenne. Donc, le chiffre le plus important, la ligne la plus importante, c'est la moyenne des bornes rapides, le nombre de recharges qu'il y a eu à ces bornes rapides. Il augmente légèrement, mais il se situe autour d'une centaine de bornes de recharge mensuellement, donc autour de 3 recharges par jour, avec une très, très grande variation entre les bornes qui ont le plus de recharge. Donc là, vous voyez le maximum, la borne rapide qui a eu le plus de recharge au Québec en 2019, elle a eu 346 recharges par mois. Donc, ça fait presque une dizaine, ça fait autour d'une dizaine de recharges par jour. Et on a à l'opposé des bornes de recharge qui ont très, très peu de recharges mensuelles. Et donc là, vous voyez en bas, c'est 8. Le 8 ici, c'est la borne de recharge qui a eu le moins de recharge dans le mois, donc 8 en 30 jours dans le mois, ça fait une recharge tous les 3 jours environ. Et on peut comparer ça au nombre de recharges dans le réseau de bornes de niveau 2, qui sont les bornes entre guillemets lentes, qu'on voit qui sont beaucoup plus communes et qui sont au nombre environ de plus de 3000, 3500, autour de 3500 bornes de niveau 2 au Québec. Ce sont les bornes les plus communes du circuit électrique. Et on voit mensuellement, eh bien, en 2019, on était à presque 24 recharges par mois, donc un peu moins d'une recharge par jour. Et comme vous le voyez, c'est un nombre de recharges qui est en croissance au fil des ans. Donc, le nombre de recharges par borne augmente, même dans les deux cas, mais de façon un peu plus prononcée pour les bornes dites lentes ou les bornes de niveau 2 qui sont beaucoup plus communes et qui sont en plus grand nombre au Québec. Mais ce qu'il faut souligner, c'est la très grande variation dans l'utilisation des bornes rapides, avec une moyenne d'environ 108 recharges mensuellement, mais avec des bornes qui sont très utilisées et d'autres qui sont beaucoup moins utilisées. Évidemment, quand on va commencer à parler de rentabilité, ça va être un enjeu assez important parce que la rentabilité dépend évidemment de l'utilisation de ces bornes-là. D'autres éléments intéressants sur l'utilisation des bornes rapides et en comparaison avec les bornes de niveau 2. Là, vous voyez encore une fois des données qui sont par recharge. Donc, vous avez le nombre de bornes de 2013 à 2019. Évidemment, aujourd'hui, en 2021, il y a plus de bornes, mais les données qui nous ont été transmises couvrent toutes les années de 2013 jusqu'à 2019, en incluant que les bornes qui sont effectivement utilisées, qui ont été utilisées à temps plein, donc qui étaient là pour l'année. Mais en fait, ici, pour chaque recharge, ici, vous avez les données moyennes par recharge. Dans les bornes de niveau 2, on a tendance en fait, la moyenne des recharges, c'est environ 10 kWh pour une durée moyenne de recharge de 120 minutes, qui n'a pas beaucoup évolué dans le temps. Donc, ces bornes-là de niveau 2, elles sont de plus en plus utilisées, mais le type d'utilisation reste assez stable. C'est environ 2 heures, 120 minutes, 2 heures pour un peu moins de 10 kWh de recharge. Simplement pour vous donner un ordre de grandeur, la batterie d'une Nissan Leaf, les nouvelles Nissan Leaf, elles ont 60 kWh dans leur batterie. Donc, même pour les bornes de niveau 2, en moyenne, ça reste une recharge d'appoint. On va charger pour 10 kWh. La batterie, elle fait de 40 à 60 kWh et même plus pour les modèles qui ont plus d'autonomie. Mais les nouvelles Nissan Leaf, c'est 60 kWh de batterie. Dans les bornes rapides, il y a une plus grande recharge, mais qui quand même reste du même ordre de grandeur. Vous voyez, 10 à 13 kWh de recharge avec une durée qui est évidemment bien moindre, environ de 20 à 25 minutes. Donc, en 2019, on était à 25 minutes de recharge pour presque 14 kWh de recharge. Et là, on voit une plus grande tendance à une augmentation de la quantité d'énergie qui est obtenue des bornes rapides.
Et on est même prêt, on voit aussi dans les tendances de la durée moyenne d'utilisation des recharges, là, donc forcément il y a plus d'énergie, c'est parce qu'on reste plus longtemps et il y a une augmentation plus nette, qui semble plus nette que la tendance dans les bornes dites lentes. Donc ça dresse un petit peu l'état des lieux des bornes. Les enjeux du déploiement. Certaines personnes pensent qu'il va y avoir un déclin de la domination de la recharge au domicile. Aujourd'hui, le chiffre qui est souvent donné, c'est 90% des recharges se font au domicile, donc à la maison. Et pourquoi est-ce qu'il pourrait y avoir un déclin de ces recharges à domicile? Eh bien, ça serait en grande partie lié à la démocratisation des véhicules entièrement électriques. Si on a plus de véhicules entièrement électriques qui sont vendus, forcément, on va avoir moins de propriétaires de maisons unifamiliales qui font l'achat de ces véhicules entièrement électriques. Et on aura plus de gens qui habitent dans des appartements, qui habitent dans des appartements, dans des logements qui n'ont pas de véhicules, qui n'ont pas de stationnement privé avec la possibilité d'avoir une borne de recharge privée. On le sait aujourd'hui, c'est très bien documenté, les propriétaires de véhicules électriques sont dans des tranches de revenus plus élevées que celles de la population. Donc, ils sont d'une manière générale plus souvent propriétaires d'une maison unifamiliale avec plus de possibilités d'avoir des bornes de recharge à la maison. Avec la démocratisation des véhicules électriques, eh bien, on aura plus de gens qui habitent en appartement ou qui n'auront pas de stationnement privé ou qui leur est réservé où ils pourront installer une borne de recharge. Donc, il y aura forcément moins de recharge à domicile par la logique même du déploiement des véhicules électriques. Une étude de McKinsey amène des chiffres qui sont très significatifs. C'est le pourcentage de recharge dans les bornes publiques sur différents continents. Donc, c'est une étude internationale et ils prévoyaient qu'aux États-Unis, dans un scénario, ils ont deux scénarios, puis je vous montre simplement le scénario ici où on privilégie la recharge à domicile. Dans un scénario où on privilégie la recharge à domicile, on aurait néanmoins 20% des recharges qui seraient dans des bornes publiques en 2030. Un chiffre qui augmente de 13% l'année passée à 20% en 2030. En Europe, on passerait d'un niveau similaire en 2020 d'environ 10%, 9% en 2020, on passerait à 50% des recharges dans des bornes publiques en 2030. Et en Chine, où évidemment il y a beaucoup moins de maisons individuelles et beaucoup moins de stationnements privés pour les propriétaires de véhicules électriques, eh bien on aurait 80% des recharges qui seraient dans des bornes publiques. Donc, évidemment, le cas du Québec est bien plus proche du cas des États-Unis, mais on voit que malgré tout, on a une tendance qui s'explique d'une recharge publique, d'une recharge auprès de bornes publiques qui sera de plus en plus importante. Et évidemment, il va y avoir besoin dans ces bornes publiques d'un mix de bornes lentes et d'un borne rapide. Mais comme je le précisais d'entrée de jeu dans la mise en contexte du rapport, les bornes de recharge rapide d'une manière générale, historiquement, le circuit électrique a considéré que dans les faits, c'est environ 10 bornes par 1000 véhicules entièrement électriques qui semble être un ratio souhaitable. Et c'est un ratio qu'on retrouve d'une manière générale dans la littérature ou qui est assez bien documenté. Donc, ce qui nous amènerait à au moins 7000 bornes rapides supplémentaires d'ici 2030. Alors, les enjeux du déploiement, c'est comment choisir l'emplacement de ces bornes rapides. C'est évidemment une question qui est stratégique. Trois facteurs d'influence que l'on retrouve dans la littérature, c'est évidemment le coût et la rentabilité des bornes de recharge, parce que si ces bornes-là sont chères et difficilement rentabilisables, eh bien, elles sont difficiles à déployer. Donc, ça va être un enjeu pour le déploiement des bornes de recharge, c'est leur rentabilité. C'est le premier point. Évidemment, après, il faut comprendre le comportement des consommateurs. Comment est-ce que les consommateurs agissent, les électromobilistes, comment est-ce qu'ils se développent, ils développent des habitudes de recharge. C'est encore quelque chose qui est méconnu parce que on est encore dans un marché émergent. Il y a de plus en plus de véhicules électriques
mais on ne sait pas encore quand ça sera vraiment un produit de masse qui représente la majorité des véhicules sur la route. Comment est-ce que les comportements de recharge vont se faire? Donc, c'est encore en exploration, mais il y a quand même des données, des études qui sont disponibles. Et l'emplacement des bornes rapides va aussi dépendre des conditions d'approvisionnement en électricité. Le réseau de distribution d'Hydro-Québec est évidemment permet d'avoir des bornes rapides plus facilement ou moins facilement à différents endroits. Parce que, on va en parler un petit peu, mais les bornes rapides ont des appels de puissance très élevés. Et donc, si on est dans un réseau saturé quelque part, eh bien, ça peut être difficile de placer un grand nombre de bornes de recharge rapide parce que le réseau pourrait ne pas être assez fort, entre guillemets, ne pas avoir assez de capacité disponible pour pouvoir approvisionner un grand nombre de bornes rapides à certains moments. Donc, on va regarder la rentabilité de ces bornes de recharge comme premier point. C'est une analyse extrêmement simplifiée qu'on a fait dans le rapport. Cette analyse très simplifiée, elle reste quand même indicatrice de certains éléments. On sait que le coût d'une borne rapide, pour une borne rapide, c'est environ 60 000 $. Évidemment, ça c'est bon, c'est pour une borne d'une puissance de 50 kW, donc c'est une borne rapide par rapport aux bornes de niveau 2 qui ont des puissances moindres. Mais aujourd'hui, on parle de bornes rapides de puissance qui vont jusqu'à 400 kW. Et évidemment, ça serait des coûts plus élevés. Plus vous avez une puissance élevée dans la borne rapide, eh bien, plus ça permet d'avoir une recharge rapide. En fait, c'est un petit peu la puissance de la borne, c'est un petit peu comme le goulot de votre bouteille. Si vous avez un goulot très grand, mais vous allez pouvoir verser beaucoup plus rapidement le contenu de votre bouteille là où vous voulez le verser. Si vous avez un goulot très fin, eh bien, ça va prendre beaucoup de temps pour faire couler votre contenu de bouteille. Donc, vous pouvez imaginer la puissance de la borne comme l'ouverture du goulot de votre bouteille. Plus vous avez de puissance, plus l'électricité peut rentrer rapidement dans votre véhicule. Donc ici, on parle de bornes rapides de 50 kW qui sont considérées comme rapides, mais qui sont évidemment pas aussi rapides que des bornes de 400, 250, 300, 400 kW qu'on voit, dont on parle de plus en plus, mais qui évidemment coûteraient plus cher. Ici, une borne rapide de 50 kW à 60 000 $ sur 10 ans avec un taux d'actualisation de 10%, mais ça demande d'avoir un revenu d'au moins 830 $ par mois pour être rentabilisé. Et là, ce qu'on a regardé, c'est combien, étant donné la recharge sur le circuit électrique, une recharge typique sur le circuit électrique, étant donné la facturation, eh bien, une recharge typique, on avait dit presque 14 kWh dans une recharge, eh bien, ça nous fait un revenu de 5 $ par recharge. Eh bien, avec un revenu de 5 $ par recharge, ça vous prend ici 380 recharges par mois pour pouvoir couvrir votre frais fixe de 830 $ juste pour payer votre borne. Évidemment, dans ce coût-là de 830 $ par mois, il n'y a aucun frais d'entretien et de maintenance qui sont pris en compte, c'est uniquement les coûts d'investissement dans la borne. Donc, on est très, très loin de la rentabilité réelle et d'une profitabilité avec ce nombre de recharges, avec ce 830 $. Et là, vous voyez, sur le circuit électrique, ça prendrait, avec le prix actuel, 380 recharges. En moyenne, comme je disais, en 2019, on était à 108 recharges par mois, mensuellement, en moyenne, sur le réseau des bornes de recharge rapide du circuit électrique. Donc, on est bien loin d'un seuil de rentabilité. Et encore, ce seuil de rentabilité, là, il est artificiellement bas parce qu'il y a beaucoup de coûts qui ne sont pas inclus dans ce prix-là. Il y a pas seulement le circuit électrique au Québec, il y a différents réseaux de recharge. Il y en a un, par exemple, qui s'appelle Electrify Canada, qui offre différentes structures tarifaires et que le rapport que je vous présente aujourd'hui détaille, mais je ne vais pas passer sur le détail de ces structures tarifaires, mais avec le tarif de Electrify Canada, eh bien, on a un revenu d'environ 8 $ par recharge. Et donc, là, on voit le seuil de rentabilité, il est à 170 recharges mensuelles pour arriver, encore une fois, à un seuil de rentabilité qui est artificiellement bas, mais qui est minimalement nécessaire. Et donc là, on voit qu'en faisant payer un peu plus cher,
on peut arriver un peu plus proche d'une rentabilité ou de s'approcher d'une rentabilité. Mais évidemment, le nombre de recharges est extrêmement important pour générer des revenus de recharge. Et ce qu'on voit aujourd'hui, donc, c'est qu'à 108 recharges mensuelles, on est très, très loin de la rentabilité. Ce qui n'est pas un problème pour le modèle d'affaires du circuit électrique pour les bornes rapides, parce que le modèle d'affaires des bornes rapides du circuit électrique, elle compte très, très peu sur les revenus des bornes rapides. Les revenus aux bornes rapides sur le modèle d'affaires qui a été en fait déposé à la Régie de l'énergie et qui a été approuvé par la Régie de l'énergie, seulement 23% des revenus qui viennent financer les bornes rapides pour le circuit électrique sont les revenus qu'on en attend des bornes rapides. Et en fait, 70% des revenus du circuit électrique pour les bornes rapides sont des revenus qu'on appelle des revenus induits, qui sont des revenus qui correspondent aux ventes supplémentaires d'électricité à domicile que les propriétaires des véhicules entièrement électriques vont générer sur l'hypothèse qu'en voyant ces bornes rapides, ça les a convaincus d'acheter un véhicule entièrement électrique et donc que ça a suscité un engouement pour les véhicules entièrement électriques, ce qui les a amenés à acheter des véhicules électriques et donc à faire une recharge à la maison. Donc, dans le modèle d'affaires du circuit électrique, qui est celui qui a été approuvé par la Régie de l'énergie et qui fait en sorte que les coûts de déploiement actuel des bornes rapides dans le circuit électrique sont payés par l'ensemble des clients du distributeur, de Hydro-Québec Distribution, eh bien, c'est basé sur l'idée que la présence de bornes rapides incite les gens à acheter des voitures électriques et que donc on a des revenus qui sont induits par la présence des bornes rapides. Donc, c'est la borne rapide qui serait en fait un argument de vente pour l'achat de véhicules entièrement électriques. Ce qui est probablement une chose réelle parce que la peur de la panne ou le range anxiety qui est mentionné en anglais souvent semble être un facteur psychologique qui peut retenir certaines personnes d'acheter un véhicule électrique. Et donc, la présence de bornes rapides peut certainement être rassurant par rapport à ça. Mais la bonne nouvelle, c'est que par rapport à ce modèle d'affaires, que ce qui est l'important ici, c'est d'avoir des bornes rapides. C'est que les bornes rapides sont importantes à déployer pour que ça, justement, ait l'effet rassurant et d'induire des ventes pour le distributeur. Maintenant, quand on regarde les facteurs affectant le comportement des consommateurs, il y a des études qui ont été faites et donc nous nous basons un petit peu sur ces études-là pour voir quels sont les facteurs les plus importants pour les recharges rapides. Il y a 4 facteurs qui sont importants tels que identifiés dans cette étude-là. C'est le temps d'attente pour accéder à la borne de recharge, c'est le prix de la recharge, c'est le détour nécessaire pour accéder à la borne rapide et c'est aussi les activités qui sont accessibles sur le site de recharge. Donc, c'est 4 facteurs qui sont importants. Et dans une étude faite par une équipe, la même équipe, mais qui est une étude différente, et ça, c'est un sondage qui a été fait auprès d'automobilistes et d'électromobilistes. Donc, c'est un mélange de gens qui n'utilisent pas encore des voitures électriques, mais aussi des gens qui utilisent des véhicules électriques. C'est un sondage fait dans un contexte européen. Et les meilleurs emplacements pour les bornes rapides dans ce sondage-là ont été nommés par ordre d'importance comme étant d'abord les stations-service sur autoroute, les stations-service tout court, les centres commerciaux, les lieux de divertissement comme les cinémas, les théâtres, etc., les bureaux et les institutions d'enseignement. Et donc, on a ces différents éléments-là qui sont que l'étude en fait de la littérature sur les bornes de recharge rapide nous indique. Et donc, si on compare ces éléments-là à les emplacements actuels des bornes rapides du circuit électrique, eh bien, on constate un petit décalage. Et donc là, vous avez une photo que vous avez déjà vue, mais que je vous remonte parce que c'est le lieu le plus commun pour les bornes rapides, ce sont des stationnements. Ici, encore une fois, c'est le stationnement des pompiers où, en fin de compte, les services accessibles autour, si vous avez un feu à éteindre, c'est très pratique d'avoir une caserne de pompiers à proximité, mais en général, ce n'est pas le service d'accompagnement qui est recherché quand on recharge sa voiture électrique. Donc, la question peut être posée si la stratégie actuelle de déploiement des bornes de recharge rapide correspond bien aux besoins et surtout
parce que c'est sur l'avenir qu'on veut se pencher, aux besoins qui seront extrêmement importants dans les années à venir. Les stations-service ressortent dans le sondage comme étant, le sondage que j'ai mentionné un peu plus tôt, comme étant extrêmement important. On a au Québec environ 2500 stations-service, 80% ont un dépanneur, 30% en service de restauration, seulement 39 ont des bornes rapides ou avaient des bornes rapides parce que ça change chaque semaine, chaque mois ça change, donc peut-être un peu plus, mais en septembre 2020, il y en avait 39 qui avaient des bornes rapides, donc très très peu qui ont des bornes rapides, moins de 2% des stations-service ont des bornes rapides. Elles ont pourtant des emplacements stratégiques. Les stations-service, si elles existent encore, parce que vous savez qu'il y a des stations-service qui ferment, mais si celles qui existent encore, c'est parce qu'elles sont placées à des endroits stratégiques pour la recharge en énergie. Aujourd'hui, la recharge en énergie des stations-service, c'est l'essence, mais demain, ça sera de plus en plus. Aujourd'hui et de plus en plus à l'avenir, ça va être aussi l'électricité. Et les emplacements stratégiques, dans un grand nombre de cas, risquent de rester aussi des emplacements stratégiques pour la recharge électrique. C'est aussi une vitrine de l'électrification parce que on sait que parler des véhicules électriques, il faut démystifier les véhicules électriques et donc on parle beaucoup de démystifier les véhicules électriques, d'avoir des vitrines d'électrification. Si vous avez des bornes, des véhicules électriques qui sont en recharge dans une station-service, elle va être plus visible que si elle est dans le stationnement de la caserne de pompiers 8 de Laval, où à peu près personne ne va voir la voiture électrique se faire recharger. Et donc, en termes de vitrine d'électrification, c'est probablement aussi des emplacements intéressants. Et enfin, les stations-service sont considérées comme un service essentiel. On est en temps de pandémie. Le gouvernement les a pas déclarés services essentiels juste pour la pandémie, mais ça ressort plus avec la pandémie que ce sont des services essentiels. Et donc, pour la transition énergétique, la pérennité de ce service essentiel, s'il n'y a pas une transition qui se fait avec des bornes de recharge rapide électrique dans les stations-service, on pourrait avoir un phénomène qui s'apparente à la spirale de la mort pour les stations-service, où les ventes d'essence vont décliner avec l'accroissement des véhicules électriques, et forcément un jour où les stations-service ne seront plus rentables, si elles n'ont que l'essence comme principale source d'énergie, et donc elles fermeraient. Et si elles ferment, eh bien, on peut, dans ce sens, certaines personnes pourraient dire, mais c'est exactement ça qu'on recherche, elles ferment, on veut sortir du pétrole, mais la rupture peut être très brutale, et quand on parle de transition énergétique, on parle justement d'une transition avec des véhicules à moteur à combustion interne qui progressivement sont en moins grand nombre sur le marché, et donc il faudra quand même fournir un service d'essence pour ces véhicules-là, et si elles ferment trop brutalement ces stations-service, eh bien on va se retrouver avec des gens qui vont se retrouver sans approvisionnement en produits pétroliers pour leurs véhicules, ce qui peut poser des problèmes de mobilité. On sait que la mobilité, c'est extrêmement important dans notre société. Il y a des enjeux d'approvisionnement d'électricité. Je ne vais pas en parler davantage parce que le temps file et il y a beaucoup de questions. Je veux passer à la période de questions. Mais donc, je vais passer aux recommandations qui sont très brèves, qui sont très générales. Les 3 recommandations qu'on fait simplement, c'est de se dire probablement qu'il faudrait une plus grande concertation dans la politique de déploiement des bornes de recharge rapide au Québec. Qui aujourd'hui, évidemment, se fait beaucoup à travers le circuit électrique, pas uniquement, mais beaucoup à travers le circuit électrique. Et comme ce rapport vise à le montrer, il y a peut-être que la stratégie ne sera pas adéquate pour répondre à la demande de 7000 bornes supplémentaires pour 2030. Il faudra penser à des soutiens à l'investissement dans les bornes rapides parce que la rentabilité est effectivement problématique. Et plus on cache cet enjeu de rentabilité, mais plus on va avoir des mauvaises surprises à terme parce que inclure ça dans la base tarifaire de tous les consommateurs d'électricité n'est probablement pas une solution durable à long terme. Ça manque de transparence, ça empêche certains acteurs d'avoir accès à ce marché-là parce que ça crée des asymétries dans la manière de récupérer les coûts des bornes rapides, et ça peut être problématique si on veut un marché qui est dynamique et qui est ouvert et qui permet justement à
un maximum d'investisseurs de rentrer dans le marché pour offrir des bornes rapides. Et évidemment, il va falloir explorer davantage les modèles de rentabilité qui sont encore problématiques. Je vous invite à télécharger le rapport et aller le regarder. Et je vais passer tout de suite à des questions parce qu'il y en a un bon nombre et je vais moi-même gérer les questions si vous l'acceptez. Je vais prendre la première de Hervé Chapon qui demande quand est-ce qu'on prévoit que la borne de recharge rapide pourra remplacer la pompe à essence en milieu urbain pour les résidents propriétaires de VE qui n'auront pas accès à une borne de recharge individuelle. Bonne question. Et j'ai pas de réponse là. Il y a pas de date à laquelle on prévoit qu'on pourra faire le passage. Évidemment, pour pouvoir remplacer les pompes à essence, il faut qu'il y ait davantage de bornes rapides. Pour qu'il y ait davantage de bornes rapides, il faut trouver un modèle de déploiement qui soit convenable. Et ça, ce modèle de déploiement convenable, eh bien, c'est pas une conclusion qu'on tire dans le rapport, mais c'est ma conclusion personnelle, c'est qu'on n'a pas encore le modèle de déploiement des bornes rapides qui va permettre avec sérénité de dire quand est-ce qu'on va pouvoir faire le passage, parce qu'on a trop de bornes rapides dans des endroits qui ne conviennent pas forcément à beaucoup de gens. Martin Archambault dit que le portrait a beaucoup changé puisqu'en 2020, presque toutes les pistes, tous les sites installés avaient plus d'une borne. Je sais, merci Monsieur Archambault de le mentionner, c'est très dynamique. On ne peut pas mettre le rapport constamment à jour, mais si on peut inciter les gens à mettre ces données-là plus à jour, eh bien, on sera très heureux. Alban Pilar demande, est-ce qu'il y a une différence de niveau d'utilisation en fonction des lieux d'installation institutions financières, Saint-Hubert, ville, région? Très bonne question. Le circuit électrique a ces données-là. Malheureusement, ce n'est pas des données qui nous ont été partagées. Alors, on pourrait probablement faire l'analyse d'utilisation par type de site. Ça serait probablement très utile et je suis à peu près certain que les gens du circuit électrique le font. C'est de l'information qui devrait être rendue, à mon avis, publique ou partagée pour encourager tous les acteurs à mieux comprendre la dynamique des bornes publiques. Parce qu'encore une fois, il n'y a pas une concurrence. Le circuit électrique a tout intérêt à ce qu'il y ait un déploiement de bornes rapides, que ce soit des bornes du circuit électrique ou d'autres, parce que le modèle d'affaires du circuit électrique, c'est d'induire des ventes. Donc, plus il y a de bornes rapides, que ce soit des bornes rapides du circuit électrique ou d'autres, c'est bon pour les ventes d'électricité. Et donc, c'est de l'information, si elle est rendue publique, va bénéficier à tout le monde, notamment au circuit électrique. Où sont situées, une question de Geneviève Lavigne qui est un peu similaire, où sont situées les bornes rapides les plus utilisées? Et ça, on ne le sait pas parce que l'information qu'on a obtenue ne permet pas de faire cette analyse aussi fine que ça. Jérémy Kennel dit qu'il semble qu'il y a une baisse de l'efficacité en kilowattheure par minute sur les bornes rapides. Est-ce avéré? Y a-t-il une cause identifiée? Ça, je ne l'ai pas. Il faudrait re-regarder les données, mais ça, il faudrait voir. Donc, je ne peux pas répondre. En tout cas, je n'ai pas la réponse sur le changement d'efficacité. Jean-Pierre Finet demande, croyez-vous vraiment que Saint-Hubert se soucie de la rentabilité de ces bornes? Ma réponse est évidemment non. Non. Dans beaucoup de cas, et en fait, dans la plupart des bornes rapides qui sont installées, comme on le voit ici, ce sont des institutions, des organismes qui ont installé des bornes avec un partenariat avec le circuit électrique, où le circuit électrique paye la majeure partie des frais d'investissement, mais la rentabilité n'est certainement pas un souci dans aucun de ces cas-là. Ce qui, à terme, pose un problème parce qu'il faut quand même que la société ne peut pas éternellement subventionner l'électrification, l'électrification ou l'utilisation de véhicules. Donc, il va falloir penser à la rentabilité des bornes rapides. Hervé Chapon pose la question, qui prendra le marché de la distribution de l'énergie avec des bornes de recharge rapide? Je ne suis pas bien certain de comprendre la question. Le marché de la distribution de l'énergie, donc Hydro-Québec Distribution a le monopole de la distribution de l'énergie, mais ceci dit, un acteur privé peut installer une borne de recharge rapide et monnayer l'accès à la borne de recharge rapide. Et donc, pour un propriétaire de borne de recharge rapide, c'est tout à fait légal
vendre l'accès à la borne. Donc, le propriétaire ne peut pas vendre les kilowattheures, mais le propriétaire peut vendre le temps passé à la borne. Et donc, le propriétaire de borne rapide peut vendre son accès à la borne rapide et payer Hydro-Québec pour les kilowattheures qui sont vendus à la borne. Donc, le marché de la distribution reste un marché de Hydro-Québec, mais l'accès à la borne peut être payé. À quel moment le privé pourra-t-il prendre la relève pour le déploiement de bornes rapides de véhicules privés? Donc, c'est Blaise Rémillard qui pose une question un peu semblable. En fait, la réponse est dès aujourd'hui. Tesla est une entreprise privée qui déploie son réseau de bornes rapides. Donc, le privé peut dès aujourd'hui déployer des bornes de recharge rapide. Il y a plusieurs stations-service qui le font déjà. Elles peuvent être associées au circuit électrique ou peuvent ne pas être associées au circuit électrique. Je l'ai mentionné brièvement dans une des premières diapositives, mais il y a environ 91, enfin en septembre 2020, il y avait 91 bornes rapides qui n'étaient ni de Tesla ni du circuit électrique, des réseaux parallèles, et on a le droit. Louise Tanguay demande, est-ce qu'on a estimé la profitabilité en incluant les dépenses liées à l'entretien? Bonne question. Donc ça, c'est par rapport à ce graphique ici. La réponse est non, parce que ces coûts d'entretien et des bandes rapides, c'est des coûts que le circuit électrique connaît et qu'évidemment les opérateurs de bandes rapides connaissent, mais qui restent privés. Alors, très peu de données là-dessus encore. Une question de Hugues sans regret. Au sujet des emplacements de bornes rapides, croyez-vous que la CEPAC pourrait être influente en encourageant l'installation de bornes rapides au sein de certains grands parcs nationaux, près des grands parcs urbains? En fait, il y a plusieurs bornes rapides dans la CEPAC. En fait, d'une manière générale, je ne pense pas que la CEPAC soit le lieu privilégié de recharge rapide pour les usagers. Évidemment, quand vous allez à la CEPAC, vous serez content si vous avez une borne rapide, mais c'est peut-être pas l'endroit privilégié pour le déploiement des bornes rapides, au moins en milieu urbain. Martin Tremblay, avez-vous des statistiques sur les quantités de pompes à essence au Québec actuellement? Oui, en fait, on sait qu'on a ici 2500 stations-service au Québec. Le rapport le plus récent sur les ventes d'essence, c'est la Régie de l'énergie qui le publie chaque année, pas chaque année, pardon, aux 3 ans. Aux 3 ans, il y a un recensement des essenceries qui fait un très beau portrait, le seul portrait québécois des ventes d'essence et de diesel dans les différentes régions du Québec, avec les ventes moyennes par région dans les essenceries. Et donc là, et c'est en fait les statistiques que les deux premiers, enfin ici, le 80% des stations-service qui ont un dépanneur, cette statistique vient du portrait des essenceries de la Régie d'énergie. Et donc, c'est la meilleure source d'information pour les ventes d'essence au Québec, parce que ça dresse un portrait régional, et je déplore que ça soit fait seulement aux 3 ans, parce que c'est quelque chose qu'on devrait suivre beaucoup plus régulièrement. Pierre Langevin demande quel est l'impact du type de recharge sur la durée de vie des batteries. Bonne question. Je n'ai pas la réponse, et donc je ne sais pas, et je ne vais donc pas répondre. Olivier Montreuil demande quels sont les enjeux spécifiques aux régions québécoises avec une faible densité de population. Bonne question. Évidemment, ça demande probablement qu'il y ait un mix différent de bornes à la maison et de bornes rapides, mais ça privilégie probablement encore plus l'importance des stations-service dans les régions et qu'elles aient des bornes de recharge rapide, parce que dans les régions, on sait que les stations-service sont un peu des pôles d'attraction dès aujourd'hui. Donc, comme c'est un pôle d'attraction, il y a un ensemble de services davantage en région dans les stations-service. Et donc, ça serait d'autant plus une vitrine de l'électrification que ça rendrait service, que les stations-service sont déjà placées à des endroits stratégiques. Et donc, a priori, dans les régions, ça serait d'autant plus important que les bornes rapides soient dans les stations-service, d'après moi. Mais encore une fois, c'est une analyse qu'il faut faire, c'est de la concertation, qu'il faut développer au Québec pour déployer les bornes rapides aux endroits, et le rapport n'a pas de réponse définitive, ne fait que dresser un état des lieux et suggérer des pistes de réflexion.
Jérémy Kennel demande quelles sont aujourd'hui les principales sources de financement pour l'installation des bornes rapides par les villes. On n'a pas fait l'analyse directe ici des sources de financement, mais Ressources naturelles Canada, si ma mémoire est bonne, donne une subvention de 50 000 $, donc très importante pour l'installation de bornes rapides. Donc, on a des subventions qui sont importantes, mais nous ne faisons pas l'analyse ici des subventions en tant que telles. Jean-Claude Lebrun pose la question de savoir si on a analysé la rapidité avec laquelle les technologies des bornes de recharge varient et l'impact économique adjacent. Non, on n'a pas regardé la rapidité du développement technologique des bornes rapides et de l'impact économique autour direct qui est induit par la borne rapide. C'est sûr avec les bornes rapides, on peut avoir ce qu'on appelle un achalandage induit au niveau du dépanneur. C'est sûr que si vous allez dans une station-service et que vous mettez vous rechargez votre voiture comme vous faites votre plein d'essence, il y a des bonnes chances que vous alliez acheter un café, une tablette de chocolat ou autre chose au dépanneur, mais l'impact en tant que tel, l'impact économique n'est pas encore mesuré. Arthur Billette demande le ratio de 10 bornes rapides par 1000 véhicules électriques est-il encore pertinent dans le contexte de l'arrivée des bornes ultra rapides? Bonne question. C'est difficile de répondre à ça. Les bornes ultra rapides, donc de 400 kW et plus, elles vont poser des gros défis de déploiement en termes de puissance. Alors, la technologie est là. La technologie ne pose pas de problème en tant que telle. C'est vraiment déployer ces bornes ultra rapides. C'est des appels de puissance tels. Simplement, pour cette question-là, vous mettre les choses en perspective, une borne rapide, aujourd'hui, c'est 50 kW. Des bornes ultra rapides vont aller jusqu'à 400 kW. Une maison, c'est 10 à 15 kW à la pointe l'hiver, ces jours-ci. C'est simplement pour montrer que ces bornes rapides ont des appels de puissance extrêmement élevés. Ça va poser des défis de gestion et ça va poser des problèmes. J'ai encore des questions auxquelles je n'ai pas pu répondre, un petit peu comme pour Charlotte. Je vous remercie de votre participation. Il est midi, je vais arrêter le webinaire ici. Je vous remercie tous d'avoir participé. Je vous encourage à rester au courant des activités de la chaire de gestion du secteur de l'énergie et je vous souhaite une excellente journée. Au revoir à tous.